Je regarde les infos à la télé et je les vois tout le temps en train d'abattre des arbres de la forêt amazonienne. Je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est à eux qu'ils font du tort. C'est eux-mêmes qu'ils sont en train de tuer. Quels sont les intérêts cachés? Des intérêts économiques? On peut établir un lien direct entre la destruction de la forêt amazonienne et le secteur financier de Wall Street et de Londres. L'histoire a commencé en 1982, quand les pays n'ont plus été capables de rembourser leurs dettes. La plupart des pays d'Amérique latine ont cessé de payer en disant « On verse déjà aux banques tout l'excédent de notre balance des paiements. On n'a plus d'argent pour importer, préserver le minimum vital, construire de nouvelles usines ou payer la dette. » Alors là, le Fonds monétaire international a dit « Il y a une solution pour éviter la faillite. Vous n'avez qu'à vendre vos nombreuses ressources publiques pour nous rembourser. Vendez l'accès à votre eau, vos forêts, vos gisements miniers, votre pétrole. » Et donc, le Brésil, l'Argentine et d'autres pays sud-américains ont vendu leurs ressources à des investisseurs privés qui les ont achetées à crédit. Si on ne fait pas d'efforts pour préserver la forêt d'Amazonie, ça finira par devenir le désert d'Amazonie. Parce que, à force d'abattre tous les arbres les uns après les autres, on se retrouvera avec un désert. D'après les économistes, si on déboise la forêt, qu'on prend l'argent et qu'on le met à la banque, on peut gagner 6 ou 7%. Si on met l'argent en Malaisie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on gagne 30 ou 40%. Alors tant pis pour la forêt, autant la déboiser et placer l'argent. Quand les forêts auront disparu, on investira dans les poissons, puis dans les ordinateurs. L'argent ne représente rien et il prolifère plus vite que le monde réel. L'économie conventionnelle est comme un dysfonctionnement cérébral. L'économie est si déconnectée de la réalité qu'elle en devient nocive. Dans un cours d'introduction à l'économie, tous les professeurs vont commencer par montrer un graphique très impressionnant du système économique, avec les matières premières, les processus d'extraction, les fabricants, les grossistes, la vente au détail, et des flèches dans tous les sens. Pourtant, ils savent très bien que l'économie n'est pas une science, mais ils essaient de nous faire croire le contraire. Mais non. C'est un ensemble de valeurs qu'ils essaient de mettre en équation pour faire comme si c'était une science. Mais si on demande à un économiste, dans cette équation, où est-ce que vous mettez la couche d'ozone? La nappe aquifère d'eau fossile? Les terres arables ou la biodiversité? Il répond, ce sont des paramètres extérieurs. Cette économie n'est pas ancrée dans la réalité. C'est toute la chaîne de vie qui filtre l'eau dans le cycle hydraulique. Ce sont les micro-organismes dans le sol qui génèrent cette terre qui permet de faire pousser notre nourriture. La nature offre tout un tas de services. Les insectes pollinisent les fleurs. Ces services sont vitaux pour la santé de la planète et les économistes appellent ça des paramètres extérieurs. C'est du délire. Un progrès économique sans limite dans un monde de ressources naturelles limitées, ce n'est pas logique. C'est un schéma voué à l'échec. Et on voit bien qu'il échoue. Mais on continue parce qu'il y a des intérêts personnels derrière qu'on veut préserver. Les fabricants d'armes, la filière du pétrole, les industries pharmaceutiques, etc., alimentent la corruption des gouvernements qui mettent en péril l'avenir des populations. La seule façon de changer la donne, les gens ne veulent pas en entendre parler, mais pour moi c'est le seul moyen, c'est de consommer moins. Les pauvres ont besoin de plus de choses, ça ne fait aucun doute. Un village moyen au Rajasthan, au Pendjab ou au Nigeria a des besoins, point barre. Si on est humain, on doit bien reconnaître qu'il leur faut plus d'eau potable, de nourriture, d'éducation. Il n'y a même pas lieu de discuter. Mais en ce qui nous concerne, nous, on pourrait et on devrait se contenter de beaucoup moins. Les gens sont conditionnés pour vouloir toujours plus et mieux. Si on dit « il faut limiter ça », les gens pensent que ce n'est pas une amélioration. Mais si,
C'est non d'office. Il faudrait manger moins, consommer moins de viande. Il faudrait consommer moins d'électricité, construire de plus petites voitures. L'autre jour, j'ai vu le vice-président de General Motors présenter un nouveau modèle. Un journaliste lui a dit « Vos véhicules sont toujours très lourds ». Il a répondu « Oui, on y travaille ». Qu'est-ce qu'il attend? On pourrait faire tellement de choses sans renoncer à notre mode de vie, sans prôner le dénuement. Mais on n'a pas besoin de consommer un plein d'essence pour aller d'un feu rouge à l'autre. On ne peut pas défendre des modèles qu'on ne peut pas appliquer universellement, parce que ça voudrait dire que certains hommes ont des droits et d'autres pas. Le problème n'est pas technologique, il est éthique. Nous avons utilisé notre cerveau au détriment de l'environnement et de la société. Mais des cerveaux du monde entier commencent à s'unir pour trouver des solutions à certains des maux que nous avons créés. L'humain est une espèce qui résout les problèmes. On s'en sort toujours très bien quand on est acculé. Aujourd'hui, on peut facilement visualiser un cerveau social planétaire. Il a pris la forme d'Internet, qui évoque vraiment un réseau nerveux. Il y a toujours eu des tas de petits cerveaux sociaux éparpillés dans le monde qui ont grossi et ont développé des interconnexions. Aujourd'hui, plus que jamais, on peut parler d'un cerveau social unifié. Rien que dans notre intérêt personnel, il est impératif de progresser moralement et de placer l'humanisme au premier plan. Sinon, tout le monde en souffrira. On doit lutter contre la nature humaine. On doit se transformer de l'intérieur, aller à l'encontre de notre nature primitive et transcender le chasseur préhistorique qui est en chacun de nous si on gratte le vernis de la civilisation. On a été les instigateurs de cette expérience que constitue la civilisation, mais sans jamais la contrôler. Maintenant, elle va très certainement se retourner contre nous en provoquant des désastres écologiques de grande ampleur. Si c'est le cas, ce sera une façon pour la nature de nous dire que la civilisation est un échec de l'évolution et que rendre les singes plus intelligents a été une impasse. Alors c'est à nous de prouver que la nature a tort et de montrer qu'on peut reprendre notre destin en main en adoptant un comportement plus modéré qui permettra à la civilisation de perdurer. Un humain, c'est quelqu'un qui pense à l'avenir et qui pense pour le rendre meilleur, pour le rendre pour tous les hommes un peu meilleur.